Imaginez la scène. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, votre partenaire, un ami proche, un membre de votre famille, peut-être un collègue. Et vous évoquez quelque chose qui s'est passé. Une promesse qu'on ne vous a pas tenue. Une remarque blessante qu'on vous a faite. Un événement dont vous vous souvenez clairement. Et l'autre vous regarde et vous dit, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ou, tu inventes. Ou encore, tu es trop sensible, tu dramatises encore. Et vous restez là, déstabilisé. Parce que vous étiez sûr de vous. Parce que vous vous souvenez. Parce que vous avez vécu cette chose. Mais l'autre est tellement convaincu, tellement affirmatif, tellement calme dans sa certitude, que vous commencez à douter. Pas de lui. De vous. De votre mémoire. De votre perception. De votre santé mentale. C'est ça, le gaslighting. Et si vous pensez que c'est un phénomène rare, réservé aux relations extrêmes ou aux personnalités pathologiques, cette vidéo va probablement vous surprendre. Parce que le gaslighting est bien plus répandu qu'on ne le croit, bien plus subtil qu'on ne l'imagine, et bien plus dévastateur qu'on ne le mesure, précisément parce qu'il est difficile à voir quand on est dedans. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le gaslighting, d'où vient ce terme, comment le reconnaître dans votre propre vie, pourquoi il fonctionne si bien, ce qu'il fait à ceux qui le subissent, et surtout, comment s'en sortir. Le terme « gaslighting » vient d'une pièce de théâtre britannique de 1938, écrite par Patrick Hamilton, intitulée « Gaslight ». Elle a ensuite été adaptée au cinéma en 1944 dans un film avec Ingrid Bergman. L'histoire est celle d'un mari qui manipule délibérément sa femme pour lui faire croire qu'elle devient folle en modifiant subtilement des éléments de leur environnement, notamment en baissant l'intensité des lumières à gaz de la maison, puis en niant que quoi que ce soit ait changé quand elle le remarque. Il la convainc progressivement que ses perceptions sont défaillantes, que sa mémoire est irreliable, qu'elle perd la raison. Et ce faisant, il prend un contrôle total sur elle. Ce scénario fictif a donné son nom à un phénomène psychologique réel, aujourd'hui reconnu par les professionnels de la santé mentale comme une forme de violence psychologique. Le gaslighting, c'est le fait de manipuler quelqu'un de façon systématique pour l'amener à douter de sa propre réalité, de ses souvenirs, de ses perceptions, de ses émotions, de son jugement. Et la clé du mot ici, c'est systématique. Parce qu'un mensonge isolé, une déformation ponctuelle des faits, une maladresse dans une conversation, ça arrive à tout le monde. Ce qui définit le gaslighting, c'est la répétition, la cohérence, et souvent l'escalade progressive. C'est un pattern, pas un incident. Alors comment ça se manifeste concrètement ? Le gaslighting prend de nombreuses formes, et certaines sont tellement subtiles qu'elles passent complètement sous le radar, surtout au début d'une relation, quand on n'a pas encore de recul sur les comportements de l'autre. La première forme, c'est la négation des faits. Je n'ai jamais dit ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu rêves. L'autre nie catégoriquement une réalité que vous avez vécue, souvent avec une telle conviction que vous commencez à vous demander si c'est vous qui faites erreur. Et si ça se répète, si chaque fois que vous évoquez quelque chose, l'autre le nie ou le recontextualise complètement, votre confiance en votre propre mémoire commence à s'effriter. La deuxième forme, c'est la minimisation de vos émotions. Tu réagis de façon excessive. Tu es trop émotif. Pourquoi tu te mets dans des états pareils pour rien ? Ces phrases, répétées dans le temps, vous envoient un message très clair, vos émotions ne sont pas valides. Vos réactions sont disproportionnées. Vous avez un problème. Et progressivement, vous apprenez à vous méfier de ce que vous ressentez, à le filtrer, à le minimiser vous-même avant même que l'autre le fasse. La troisième forme, c'est le détournement et la diversion. Chaque fois que vous essayez d'aborder un sujet problématique, l'autre change de cap, il ramène la conversation sur vos défauts à vous, sur une chose que vous avez faite il y a des semaines, sur quelque chose de totalement hors sujet. On parle de moi mais toi, tu n'es pas non plus parfait. Cette technique empêche toute résolution réelle d'un conflit, parce que dès que vous approchez du cœur du problème, on vous éloigne dans une autre direction. La quatrième forme, c'est la remise en question de votre santé mentale. Tu es parano. Tu as un vrai problème. Je pense que tu devrais voir quelqu'un. Ces suggestions, utilisées de façon manipulatrice et répétées, ont pour effet de disqualifier votre parole avant même que vous l'ayez prononcée.
Si vous êtes instable ou parano, alors tout ce que vous dites peut être balayé d'un revers de main. Vous perdez votre crédibilité d'abord aux yeux de l'autre, et progressivement aux vôtres. La 5e forme, c'est l'utilisation de votre entourage. Le gaslighter va parfois impliquer des tiers, des amis communs, des membres de la famille, pour valider sa version des faits. Tout le monde pense que tu exagères. J'en ai parlé à un tel, et il est d'accord avec moi. Même ta propre famille dit que tu es difficile. Que ce soit vrai ou non, cette technique crée un sentiment d'isolement profond, vous contre le reste du monde. Et quand on a l'impression que personne ne vous croit, que tout le monde valide la version de l'autre, il devient très difficile de maintenir confiance en soi et en sa propre perception. Maintenant, une question fondamentale, pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi des personnes intelligentes, lucides, capables, se laissent-elles convaincre qu'elles perdent la raison ? La réponse est dans la nature même de nos relations affectives. Le gaslighting fonctionne précisément parce qu'il se produit dans des relations où il y a de l'amour, de l'attachement, de la confiance. Ce n'est pas un inconnu dans la rue qui vous dit que vous avez tort, c'est quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Et cette confiance crée une vulnérabilité naturelle. Quand quelqu'un qui compte pour vous affirme avec conviction que votre réalité est fausse, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer comme vous ignoreriez un étranger. Vous prenez ça en compte. Vous y réfléchissez. Et si ça se répète assez souvent, vous finissez par y croire. Il y a aussi un mécanisme cognitif important à comprendre, le cerveau humain a une tendance naturelle à chercher la cohérence. Quand deux versions contradictoires d'une même réalité s'affrontent, il cherche à les réconcilier. Et souvent, surtout si l'autre est affirmatif, calme et constant dans sa version, c'est votre propre version que vous finissez par remettre en question. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que c'est ce que fait un cerveau qui cherche à maintenir une relation et une cohérence intérieure. Le gaslighting s'installe aussi progressivement, et c'est ce qui le rend si difficile à détecter. Ça ne commence pas par des manipulations flagrantes. Ça commence souvent par de petites choses, une remarque anodine ici, une légère déformation là, tu exagères par-ci. Et chaque incident, pris isolément, semble insignifiant. Ce n'est qu'en prenant du recul sur l'ensemble du pattern, sur la répétition de ces micro-manipulations, qu'on commence à voir ce qui se passe vraiment. Parlons maintenant de qui pratique le gaslighting. Et c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça. On associe souvent le gaslighting aux personnalités narcissiques ou aux personnalités antisociales et effectivement, ces profils y ont recours de façon fréquente et délibérée. Le gaslighting est l'un des outils préférés de la manipulation narcissique, parce qu'il permet de maintenir un contrôle total sur l'autre tout en évitant toute responsabilité. Mais il faut être honnête, tout le monde peut avoir des comportements qui ressemblent au gaslighting, sans en avoir l'intention. Une personne qui a peur du conflit et qui minimise systématiquement les émotions de l'autre pour éviter une dispute. Une personne qui a une mauvaise mémoire et qui nie sincèrement des faits dont elle ne se souvient pas. Une personne qui a elle-même grandi dans un environnement où ses émotions étaient minimisées, et qui reproduit ce schéma sans en avoir conscience. Ce n'est pas du gaslighting au sens manipulatoire, mais l'effet sur celui qui le reçoit peut être similaire. La distinction importante, c'est l'intentionnalité et la réponse face à la confrontation. Un gaslighter conscient, quand on lui signale son comportement, va nier, contre-attaquer, ou retourner la situation contre vous. Une personne qui a des comportements problématiques mais sans intention manipulatrice va, si elle est de bonne foi, entendre ce que vous lui dites, s'interroger, et chercher à changer. Cette distinction ne minimise pas la souffrance vécue, mais elle change la façon dont on peut aborder la situation. Voyons maintenant ce que le gaslighting fait à ceux qui le subissent, parce que les conséquences sont profondes et durables. La première conséquence, c'est la perte de confiance en soi. Quand votre réalité est niée de façon répétée, vous cessez de vous faire confiance. Vous doutez de vos souvenirs, de vos perceptions, de vos émotions, de votre jugement. Vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas trop sensible, trop émotif, trop difficile. Et cette perte de confiance ne reste pas cantonnée à la relation avec le gaslighter, elle s'étend progressivement à toutes vos relations, à toutes les sphères de votre vie. La deuxième conséquence, c'est l'isolement.
Le gaslighting pousse souvent la victime à s'isoler, soit parce qu'elle a honte de ce qu'elle vit, soit parce qu'elle ne sait plus comment expliquer aux autres ce qui se passe, soit parce que le gaslighter a activement travaillé à la couper de son réseau de soutien. Et cet isolement renforce le pouvoir du gaslighter parce que quand vous n'avez plus personne à l'extérieur de la relation pour valider votre réalité, vous dépendez entièrement de lui pour définir ce qui est vrai. La troisième conséquence, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive chronique, cet état de tension permanente entre ce que vous savez que vous avez vécu et ce qu'on vous dit que vous avez vécu. Maintenir cette tension sur le long terme est épuisant. Elle génère de l'anxiété, des troubles du sommeil, une fatigue mentale profonde. Certaines victimes décrivent ça comme une sensation de brouillard permanent, une difficulté à penser clairement, à prendre des décisions, à se souvenir des choses. Et la quatrième conséquence, peut-être la plus grave sur le long terme, c'est la dépression et les troubles anxieux. Des études montrent que les personnes ayant subi du gaslighting prolongé développent des symptômes dépressifs significatifs, une anxiété chronique, et parfois un état de stress post-traumatique. Ces conséquences ne disparaissent pas automatiquement quand la relation prend fin, elles persistent, et elles demandent souvent un travail thérapeutique pour être surmontées. Comment reconnaître qu'on est victime de gaslighting ? Parce que de l'intérieur, c'est extrêmement difficile à voir. Voici quelques signaux d'alerte. Vous vous excusez constamment, souvent sans savoir exactement pourquoi. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence avec cette personne. Vous doutez de votre mémoire de façon régulière, même sur des choses que vous étiez sûr de vous rappeler. Vous évitez d'aborder certains sujets parce que vous savez que ça va mal tourner et que vous en sortirez encore plus confus. Vous avez perdu confiance en votre propre jugement et vous cherchez constamment la validation des autres avant de prendre des décisions. Vous vous sentez épuisé après les conversations avec cette personne, sans toujours comprendre pourquoi. Et vous avez l'impression diffuse que quelque chose ne va pas, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur quoi exactement. Si plusieurs de ces signaux vous parlent, prenez-les au sérieux. Ce ne sont pas des signes de faiblesse ou d'instabilité, ce sont des réponses normales à une situation anormale. Alors que faire ? Si vous pensez être victime de gaslighting, la première chose la plus importante est de reconnecter avec votre propre réalité. Tenez un journal. Écrivez les événements tels que vous les avez vécus, immédiatement après qu'ils se produisent, avant que le doute ait le temps de s'installer. Ce journal devient une encre. Il vous permet de revenir à votre propre version des faits quand tout le reste essaie de vous en convaincre autrement. Il vous rappelle ce qui s'est réellement passé. La deuxième chose, c'est de parler à des personnes de confiance en dehors de la relation. Des amis, des membres de la famille, un thérapeute. Pas nécessairement pour obtenir une validation inconditionnelle, mais pour avoir accès à d'autres perspectives, pour retrouver des points d'ancrage dans une réalité partagée, pour ne plus être seul avec votre version des faits. La troisième chose, c'est de consulter un professionnel de santé mentale. Le gaslighting est un traumatisme psychologique, et ses effets méritent d'être pris en charge sérieusement. Un thérapeute peut vous aider à démêler ce qui appartient à la relation et ce qui vous appartient à vous, à reconstruire la confiance en vous-même, et à développer des outils pour vous protéger à l'avenir. Et la quatrième chose la plus difficile, et parfois la plus nécessaire, c'est d'évaluer honnêtement si cette relation peut changer. Si le gaslighting est le fait d'une personne de bonne foi qui peut entendre ce que vous lui dites et chercher à évoluer, un travail est possible. Si c'est le fait d'une personnalité manipulatrice qui n'a pas l'intention de changer et qui retourne contre vous toute tentative de dialogue, alors la question de la distance ou de la séparation mérite d'être posée sérieusement. Rester dans une relation où votre réalité est niée de façon chronique à un coup, et ce coût, avec le temps, peut être très élevé. Le gaslighting est une forme de violence invisible. Il ne laisse pas de traces physiques. Il n'y a pas de mots qu'on peut citer facilement, pas de gestes qu'on peut décrire clairement. Il y a juste ce doute qui s'installe, cette confiance qui s'effrite, cette réalité qui se brouille progressivement. Et c'est précisément parce qu'il est invisible qu'il est si difficile à nommer, à reconnaître et à quitter. Mais le nommer, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Comprendre ce qui se passe, c'est commencer à s'en libérer. Et savoir que ce que vous ressentez est réel, que votre réalité est valide, que votre mémoire n'est pas défaillante, que vous n'êtes pas trop sensible, c'est le premier pas vers la reconstruction. Votre réalité vous appartient. Personne n'a le droit de vous la prendre.
Si cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur quelque chose que vous viviez sans pouvoir le nommer, partagez-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu ou reconnu du gaslighting dans une relation? Comment vous en êtes-vous rendu compte? Je lis tous vos commentaires, et vos témoignages comptent vraiment. À très bientôt.